Moi, c'est la fameuse. Bon. Comment? Oui, ça, c'est dans la boîte. Le gros bouton rouge, coup de poing. Là. Merde. Lumière ça. Ah. C'est bon. Bon, alors. Ionosphère, vous vous doutez bien, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, vous vous doutez bien qu'il y a un petit jeu avec. La ionosphère et la magnétosphère dont on va parler ce soir. Alors très simplement, juste du côté, moi je ne suis pas physicien, je suis juste un radioamateur qui aime bien écouter un peu les bruits de la nature. Donc c'est pour expliquer ces choses-là. Si je vous dis atmosphère, restez célèbre, et évidemment on va revenir à l'atmosphère. Alors, si ça veut marcher, ce sera bien. Voilà. Si on revient à l'atmosphère terrestre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une couche qui est très importante, que Monsieur Météo connaît bien, je ne sais pas s'il est là, c'est la troposphère. La troposphère, c'est tout ce qui va concerner les nuages. C'est finalement, le plus important pour nous. Alors regardez bien cette ligne, je n'ai pas pris de laser exprès, regardez bien cette ligne, parce que tout à l'heure, on aura une explication. Vous voyez ce nuage? Il va toucher la tropopause et il prend une forme particulière. Et on verra tout à l'heure ce que c'est. Alors, quand on regarde l'atmosphère comme ça, on voit qu'il y a une petite partie bleue à côté de l'ISS, là, que j'ai marqué ionosphère. Alors, la ionosphère, elle n'existe pas telle qu'on la connaît dans ces trucs, puisque c'est un gaz. Alors, on va expliquer ça, si vous voulez, on reviendra parce que c'est un petit peu compliqué. Et je ne souhaite pas que ce soit compliqué. Cette ionosphère, elle commence à peu près à 60 km d'altitude et elle finit vers 800 km d'altitude. Ensuite, on va avoir un certain nombre de choses qui vont nous intéresser, notamment la magnétosphère. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a, il déconne le truc. Bon, elle est constituée de gaz fortement ionisés à très faible pression. Vous voyez que la température va de -1 jusqu'à 1000 degrés. Donc on a 15 degrés au niveau du sol, à peu près. On a -80 au niveau de la stratosphère. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure quand on parlera des orages. Et puis ensuite on va monter, ça va descendre, ça diminue, puis ça remonte à 1000 degrés. Si on détaille ça, vous voyez que la pression est très très faible. Elle va monter, plus on va monter, plus la pression va s'affaiblir. Et puis on va trouver notre ionosphère qui, vous voyez, prend à peu près au niveau de la mésosphère et va s'arrêter vers les 800 km. Cette ionosphère elle est composée de 3 parties. La couche D, la couche E et la couche F. Ne me demandez pas où sont la A, la B et la C, parce que je ne sais pas ce que c'est, on ne les a jamais trouvées. Ces 3 parties ont quelque chose d'intéressant. Alors sur la ionisation, très simplement, sachez que c'est le fait d'arracher un ou plusieurs électrons à un atome. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, mais qu'il y a aussi des ions qui sont solitaires, qui débarquent du Soleil, très souvent des ions positifs. Il y a 3 sortes de ions. Il y a des positifs, qu'on appelle des cations, les négatifs qu'on appelle des anions, et puis une espèce de truc androgyne qu'on appelle les zvétarions. Mais bon, on ne va pas s'étendre sur ce truc-là. Alors, le rayonnement solaire, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire, parce qu'on est au maximum solaire, c'est le rayonnement solaire, et notamment les UV, qui vont provoquer cette ionisation. Et la ionisation a une particularité. Alors, quand on dit ionisation, on devrait mettre un S. Parce qu'il y a plusieurs ionisations en fonction du nombre de particules qu'il y a et de leur interaction. Et donc, ce qui est intéressant dans ce gaz, parce que vous avez un journal que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'Astronomie, et dans ce canard-là, dans l'Astronomie, vous avez sur le numéro de mai, alors j'ai demandé à Hélène qu'elle en ait 2 ou 3, donc si ça vous intéresse, il y a une explication par une scientifique du LESIA, qui est très simple et qui est très très bien, donc moi j'en dirai pas beaucoup plus. Et au-dessus de cette couche, on va avoir la magnétosphère. Et ce qui va nous intéresser pour ces ondes, ce sont
la ionisation de la magnétosphère, mais aussi de la ionosphère. Alors, quelques éléments. Vous avez vu qu'il y avait une couche D. La couche D, elle commence à 60 km, elle finit à 90 km. Sa pression, c'est 2 pascal. Sur Terre, c'est 1015 hectopascal. Donc, on ferait le calcul. Température, 76 degrés. Moins 76, pardon. La couche E, qui est une altitude de 90. Alors, vous voyez, c'est pas pratique quand on est. Il faut mettre les lunettes pour regarder le micro, et là, il n'en faut pas. De 90 à 120 km, avec une température de moins 50, vous voyez que la pression, c'est 0,01 pascal. Donc, déjà, très, très faible. La couche F, qui est de l'altitude 120 à 800 km, et cette couche F est particulière, vous allez voir pourquoi. On va revenir sur la couche D, parce que la couche D, elle n'apparaît qu'au lever du soleil, et elle disparaît le soir. Donc le soleil se lève, la couche D existe, le soleil se couche, la couche D n'existe plus. Donc, quand vous prenez la Terre, vous avez une partie qui est éclairée, donc seulement le côté qui est éclairé a cette couche. L'autre côté, bien sûr, ne l'a pas puisque c'est la nuit. La couche E, elle est un petit peu particulière, elle est dure, donc elle est présente tout au long du cycle solaire. Elle diminue quand il n'y a plus le cycle solaire en pleine activité. On a la couche F. Alors la couche F, elle se décompose déjà en deux couches, deux sous-couches. La couche F1 et la couche F2. Ces couches peuvent se recombiner la nuit. C'est assez compliqué, ça dépend aussi du vent solaire et de tout un, comment on pourrait dire, de l'activité solaire en général. Alors elle est complètement dépendante de l'activité solaire, et vous verrez tout à l'heure, j'ai amené un instrument qui permet de faire des repérages avec ce type de truc. Alors la magnétosphère, bien, c'est tout à fait en haut. Alors, imaginez que vous êtes prof de physique. Vous faites une expérience, vous mettez un bâton aimanté, vous mettez de la limaille de fer, et vous allez avoir votre limaille de fer qui va suivre le champ, on va dire. Et donc vous le voyez là. Alors regardez bien celui-là, parce que c'est la Terre. Ça devrait être comme ça, puisque la Terre a un noyau ferreux, ça devrait donc être comme ça. Seulement dans la réalité, c'est pas ça. Pourquoi ? Dans la réalité, c'est comme ça. Tout simplement parce que là, d'abord, vous avez la Terre, ensuite, vous voyez, il y a la partie éclairée, et il y a la partie qui est dans la nuit. Et puis là, vous avez le vent solaire qui va arriver, on va dire le mot du vent solaire, qui est un plasma. Le plasma, ce sont des gaz ionisés. Alors dans ce cas-là, c'est très puissant. Vous verrez tout à l'heure. Donc on a le S qui est un bouclier qui nous protège, parce que sinon, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Parce que ça, c'est extrêmement toxique. On le reverra, ce schéma, parce que vous avez des petites zones qui vont vous intéresser quand on va parler, vous voyez, le CP. Le CP, c'est ce qu'on appelle le cornet polaire. Et ça, c'est intéressant parce qu'à la fin, je vous ferai voir une aurore boréale, australe plutôt, chez vous, enfin une aurore. Et elles se produisent parce que là, il y a un vide. Et donc, ça va profiter de cet endroit pour pouvoir s'exprimer, comme dirait l'autre. Alors, la définition des gaz ionisés, et je vous ai dit, peut-être avez-vous vu déjà ce genre de lampes qu'on appelle des lampes à plasma, qui sont composées de gaz. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pour vous faire voir, si vous voyez ce genre de lampe, vous allez voir le gaz qui s'en va un petit peu partout, qui est désordonné et qui s'amuse. Alors, je ne l'ai pas retrouvé en animé, c'est dommage, mais c'est assez intéressant à voir. Alors, plus il y aura de particules chargées, et plus on aura de la facilité pour les ondes radio. Donc, vous l'avez là expliqué. Alors, le vent de particules chargées a été décrit en 1951. Et il a été vu pour la première fois en 1963. Et vous verrez déjà aussi
ça arrive assez souvent, on fait la démonstration, enfin on fait le calcul plutôt, puis après on arrive à faire la démonstration, mais des années après, parce que le matériel, évidemment, n'était pas capable à cette époque de descendre si bas en fréquence ou si haut en température ou d'autres choses. Alors le vent solaire, il faut vous imaginer, alors l'anglais et moi ça fait deux, mais en gros on dit que ça vient des black holes, c'est-à-dire des trous noirs du soleil qui sont dans l'étage solaire et qui envoient 1 million à peu près de tonnes de matière par seconde dans le milieu interplanétaire. Nous on est à 150 millions du soleil, donc évidemment on en prend. Rappelez-vous, on a le bouclier, là, c'est le S, qui va nous protéger. Pas toujours. Pas toujours. Et quand il arrive quand quelques particules, qu'il y a une très forte éruption solaire, ça passe à travers et quelquefois on a des gros problèmes. On a eu des problèmes, par exemple, avec un train dans les pays du Nord, une ligne monovoie, un train avait le feu vert d'un côté, de l'autre côté le feu vert, les deux trains sont rentrés dedans, il y a eu des morts. Évidemment, on a tout de suite dit que c'était un des chauffeurs qui n'avait pas respecté le truc. Et quelques années après, on a découvert qu'il y avait des éruptions solaires et que ces éruptions solaires avaient modifié tout l'environnement informatique. Donc maintenant, on est sûr que ce n'est pas le chauffeur, rien, c'est le soleil. Et ça risque de se produire assez fréquemment. Il faut savoir qu'il y a eu des pannes aux États-Unis de courant et au Canada à cause de ces éruptions solaires. Alors je vous le dis tout de suite, ça c'est pour les autres, parce qu'en France c'est absolument impossible, puisque les scientifiques ont déterminé que c'était pas possible chez nous. Donc on est tranquille. Alors le vent solaire, il va, vous voyez, à une vitesse. Alors j'ai été chercher les vitesses et puis on regardera tout à l'heure si c'est pas très beau. La vitesse est de 400 à 800 km/s, donc il va beaucoup moins vite que la lumière. Voilà. Donc il met du temps. Quand on vous annonce un CME, il faut attendre qu'il arrive sur la Terre. Et puis des fois, l'éjection se fait de l'autre côté de la Terre. Là, on est peinard. Ça a été le cas, on avait des éruptions très fortes, on en a eu 2. Alors vous pouvez vous abonner, il faut aller, je ne sais plus, je crois que c'est sur le site de la NASA, moi je suis abonné. On vous prévient des éruptions pour... eux, ça les intéresse notamment pour l'ISS, puisque vous avez vu que l'ISS était en pleine ionosphère, donc en plein milieu du champ de bataille. Et c'est peu dense, il y a moins de 10 particules par centimètre cube. Donc vous imaginez, c'est pas terrible. Alors le 28 juillet, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé à 14 heures, la vitesse du vent solaire était de 442 km/s avec une densité de 1,1 proton par centimètre cube. Et à 17 heures, on est à 455,6 km/s avec une densité de 0,1 proton centimètre cube. On regardera tout à l'heure. Donc vous voyez, ça varie quand même énormément dans la journée. Hein. C'est pas du tout, parce que là, il y a quand même pas beaucoup d'heures. Hein. Il y a 3 heures entre les deux. Alors, je vous propose ce soir de regarder le Soleil avec le vent solaire, qui agit très fortement sur Terre, et en particulier pendant le maximum. Comme on est en plein maximum, ça tombe bien. Sur notre planète, la source qui va nous intéresser le plus, c'est Avaldrome, ça risque d'arriver, donc vous aurez un autre regard sur la foudre, qui est le plus puissant des émetteurs de ELF et VLF. ELF, ce sont des ondes extrêmement longues, on va revenir tout à l'heure. Et l'éclair va avoir des répercussions considérables. Alors non pas sur la tente sur laquelle ça va tomber, parce que le gars qui est dedans il est cuit, mais sur la Terre en général. Et puis on va regarder un spectacle magique connu de tous, en particulier de Philippe, et qui pourrait vous passer des diaporamas animés, mais moi je vais vous mettre une, mais par contre je vais vous faire entendre le bruit d'une aurore, et vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Alors on va commencer par les sites, des perturbations ionosphériques à débit brusque. J'ai amené du matériel, je vais vous expliquer comment ça marche. On va regarder ensuite, bon là, la foudre, les lutins rouges, peut-être en avez-vous entendu parler, les résonances de Schumann, les sphériques, les QUIP et les Whistler. Et puis après, on finira par les aurores polaires. Alors, on va commencer les perturbations ionosphériques par un sous-marin. Par un sous-marin russe, lanceur d'engins, donc des sous-marins d'attaque. Hein. Alors pourquoi?
Eh bien parce que ce sous-marin russe va communiquer pour avoir des ondes radio qui rentrent sous l'eau. Il faut que ces ondes radio aient une longueur d'onde très importante. Celle-là à 3658 mètres. Alors vous ne savez peut-être pas, mais une onde, on la calcule comme ça. Donc on prend le point qui est là, on fait ça, et c'est le point qui est là. Et bien entre les deux, vous avez plus de 3000 km. Mètres, pardon. Alors au milieu de l'océan Atlantique, si vous avez une salinité de 3% à peu près, le signal VLF va rentrer jusqu'à 10-20 mètres de profondeur. Mais si vous avez beaucoup plus de sel, par exemple au sommet de la mer Baltique, ou par exemple sous les glaces, vous aurez jusqu'à 40 mètres. Ça veut dire que le sous-marin, il va falloir qu'il remonte à peu près jusqu'à 40 mètres, et il va utiliser des antennes toutes petites. Alors évidemment, l'intérêt de ces ondes, c'est pénétrer en profondeur, et notamment pour les ordres militaires. Alors, les sous-marins comme ça sont équipés pour les satellites, mais les ordres importants sont communiqués très lentement, mais par des ondes radio de grande longueur. Alors, les Russes, bien sûr, ne sont pas les seuls à utiliser les VLF. Je vais vous mettre une liste des émetteurs VLF, je suis du mal. Voilà une station d'émission qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'émetteur de Climaton qui est sur 17 kHz. Donc vous voyez qu'on est passé de 82 Hz, on a rajouté 3 zéros, puisque là on est à 17 000. Donc vous voyez la longueur de l'antenne, c'est considérable. Alors je ne l'ai pas amené, j'ai oublié, je suis désolé, mais si vous avez chez vous des petits réveils qui captent le signal en Allemagne sur 77 kHz, l'antenne est longue comme ça. Donc vous voyez, on peut faire. Alors il faut savoir que dans les longueurs d'onde, l'idéal c'est d'avoir la moitié de l'onde. Donc sur une onde de 10 km, l'idéal c'est une antenne de 5 km. Alors évidemment, une antenne de 5 km, c'est pas facile à manipuler. Surtout pour un sous-marin. Alors, ce qui va se passer, c'est dans les SID, je vais vous laisser défiler la liste des émetteurs. Il faut savoir que pratiquement tous, alors vous voyez, ça c'est un site que je vous conseillerais de regarder, c'est Lionel Loudet. Je ne sais pas s'il est à la SAF. Pardon. Il n'y a plus rien? Non. Comment ça, il n'y a plus rien? Voilà. Si je savais bien. On regardera ça tout à l'heure. C'est bizarre, ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder la liste d'émetteurs à la fin, c'est pas gênant. Moi, avec un poste qui est celui-là, mais que je vous ferai voir tout à l'heure, donc Lionel Loudet a entièrement calculé, je peux capter ce qui se passe en Allemagne. J'écoute la porteuse en Allemagne avec ça et cette antenne en bois. Alors c'est pas une antenne en bois, évidemment, vous en doutez, puisqu'il y a dedans 120 mètres de câbles, de fils de cuivre, qui est entouré par du papier d'aluminium, parce que ce que je cherche à avoir, moi, c'est le magnétique dans l'onde, et non pas la partie électrique de l'onde. L'onde, à ce niveau-là, peut avoir deux composantes, l'électrique et la magnétique. Ce qui m'intéresse, c'est le magnétique. Et pourquoi tu t'intéresses spécialement à la magnétique? Parce qu'elle passe partout. Ah ouais. Je ne peux pas avoir une antenne. Pour capter ça avec une antenne comme ça marche bien. Sinon, il faudrait une antenne d'un quart d'onde. Alors, il faut faire le calcul. Pour trouver la fréquence, la longueur de l'onde, c'est facile. On prend C, la vitesse de la lumière, donc 300 000, et un matheux, là, il va nous faire le calcul de tête, et on divise par 17 000, et ça nous donne une fréquence en Hertz de... Non, c'est l'inverse, là. Là, on est en kilohertz. Attends, on fera le calcul après, parce que je vais m'embrouiller. Voilà, donc j'utilise ce récepteur, mais je vous ferai voir tout à l'heure. Voilà, alors avec ce type d'engin, qu'on va mettre sur un micro dédié, on va avoir, vous voyez, la courbe que va donner le Soleil, si vous voulez, ces ondes, dans comment on peut dire, dans la partie théorique, c'est celle-là. Et puis là, je vous ai mis juste en dessous, à chaque fois qu'il y a une éruption, avec du décalage, elles vont apparaître sur ces ondes qui ne sont pas du tout faites pour nous, mais qui sont faites pour communiquer avec des sous-marins.
Alors la radio naturelle, on va revenir dessus, vous allez voir, c'est intéressant, c'est le terme qui a été inventé par un Américain. Hein. Les fréquences vont de 0,1 kHz à 10 kHz et les longueurs d'onde, vous voyez, vous les avez, 30 km, 300 km, 3000 km, 30 000 km. Alors, c'est pas dehors, c'est ici. N'ayez pas peur. Quand on regarde la foudre, il faut d'abord savoir qu'à chaque instant sur Terre, il y a entre 1000 et 2000 dans 1000 orages, tout le temps, en permanence, hein, au minimum, et plus de 2000 au maximum. Donc vous voyez, à Valbronn, si on en a deux, c'est pas grave. Que 50%, donc un coup sur deux de foudre, a une intensité supérieure à 50 000 ampères. Alors chez vous, vous utilisez couramment 10 ampères sur le 220, ce qui vous donne déjà 2200 watts. Donc vous imaginez ce que c'est. Vous avez le cas d'orage avec 350 000 ampères et 300 000 volts, cité par John Carr, qui est un Américain qui a fait des postes radio, dont un je vais savoir tout à l'heure. 32 millions, c'est le nombre d'éclairs qui frappent le sol chaque année dans le monde. 32 millions. 32 millions. La France en reçoit à peu près 1 million par an. La température du coup de foudre, si vous êtes pris dessous, c'est 30 000 degrés. Donc il n'avait pas besoin d'incinération, puisque là le problème est réglé. En France, la foudre provoque le décès de 15 à 40 personnes par an. Le record journalier, il est peut-être battu, mais pour l'instant il n'était pas battu, date du 6 août 1999, où Météo Orage a enregistré 75 901 impacts de foudre en France. Et la foudre provoque, pour vous donner une idée, aux USA, environ 10 milliards de dollars de dégâts chaque année. En France, sur 367 000 enregistrements d'éclairs nuages-sol, c'est-à-dire en 2010, hein, donc il y a 3 ans, il y a eu 17 000 incendies à la suite de ces foudres et 20 000 bêtes ont été tuées par la foudre. Donc vous voyez, les dégâts que ça peut faire, c'est assez considérable. Alors Météo France. Alors, ce qu'il faut voir, vous vous rappelez tout à l'heure, c'est que à l'origine de ces orages, il y a un nuage. Si vous venez, je pense que René sera là pour présenter son diaporama. On va vous parler du cumulonimbus. Sa largeur, 5 à 15 km, la hauteur, 15 km. Donc si vous regardez la hauteur, que vous vous rappelez ce que je vous ai dit, la troposphère a fait 10 km de haut. Donc le nuage pousse vers l'autre côté, ce qui va lui donner une forme étonnante que vous allez voir tout à l'heure. Alors sachez que c'est une usine invraisemblable, puisqu'elle absorbe 700 000 tonnes d'air, en gros, par seconde, pour en récupérer 8800 tonnes de vapeur d'eau. Le même nuage va donc vous renvoyer, après tout ce cumul, 4000 tonnes d'eau sous forme d'eau, de grêle ou de tout ce que vous voulez. Donc on comprend mieux pourquoi il y a des dégâts considérables quand on a ces gros nuages. Alors le gros nuage, le voilà. Vous voyez, celui-là, il vient des quelques aux États-Unis, c'est assez. Vous voyez, sa forme est elliptique, donc il prend très bas. Et puis quand il va se heurter la tropopause, il va s'étaler. Il arrive en haut, et puis là, il va y avoir un brassage d'air absolument invraisemblable, puisque 700 000 tonnes sont avalées par seconde. Donc vous imaginez ce que c'est. Le fonctionnement est relativement simple. Elles sont prises d'où ces photos? Ça vient d'Angleterre. Non, mais elles sont prises d'où? Elles sont prises d'avion ou de... Là, c'est peut-être la navette, je ne sais pas en fait. Les avions. Les avions. Je pense que les avions le font. Il y a des types qui vont annoncer. Alors, j'essaie d'avoir ce type de photos. Bernard Bell a fait un magnifique montage, mais il n'a pas pu m'avoir. Il faut dire qu'on ne les voit pas souvent, parce que très souvent, on est dessous. Donc moi, j'ai essayé, en étant à Chambrousse, de piquer ceux de Grenoble, et c'est très dur. Si tu en veux, je peux t'en donner, j'en ai plus de 80 d'un retour derrière. Vous voyez, c'est parfait. Au coucher du soleil en plus, elles sont magnifiques. Voilà. Alors, attendez, c'est pas ça, faut pas que on va regarder
le montage. Il ne veut pas tourner, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas tourner. Et si, tourne. Ah ben si ça tourne, nous avons pas là. Donc vous voyez qu'il aspire donc de l'air. Donc plus il aspire de l'air, plus il va grossir. Plus il va grossir, plus il en aspire. Et à un moment, quand ça dégringole, ça fait des dégâts parce que 4000 tonnes d'eau ou de grêle qui dégringole, surtout si c'est sur un vignoble, vous imaginez ce qui reste. Il n'y a plus rien. Alors, comment ça marche? C'est le frottement des particules qui va entraîner, vous voyez, les particules vont se frotter et elles vont générer un courant électrique assez considérable, puisque je dois l'avoir là, sous l'influence du 1. Actuellement, là, quand il n'y a pas d'orage, il y a à peu près 100 volts par mètre entre la Terre et les nuages, et quand on est dans ce cas-là, en gros, c'est de 15 à 20 000 volts. Donc vous voyez, la différence est considérable. Alors, il y a ces éclairs peuvent se produire avec le sol, c'est possible, plus, moins, mais ils peuvent se produire aussi en internuage. L'année dernière, par exemple, on a eu ça pratiquement pas mal de soirées où on voyait les éclairs, nous on avait beau temps, puis dans le lointain, on voyait les éclairs entre les nuages. Donc là, ça craint rien, évidemment. À moins d'être un oiseau au milieu, c'est pas notre cas. Alors, quand vous voyez tout ce cinéma, vous imaginez qu'il y a des avions qui volent. En gros, à peu près, un avion est foudroyé tous les 1000 heures. Donc, ça fait 2 fois par an en moyenne. J'ai été chercher combien il y avait de vols. Le 28 juillet, 17h24, il y avait 7925 avions en vol à ce moment-là. Donc, vous allez voir que sur 7925, il y en a une quantité qui va être foudroyée. Théoriquement, il ne se passe rien. Tant mieux. Mais on a dit pendant des années que les pilotes d'avion étaient devenus complètement fous. En fait, ça s'est passé pendant la guerre. Les gars allaient à la chasse, comme on dit, et puis, quand ils arrivaient dans des orages, parfois ils voyaient des phénomènes complètement hallucinants. Donc quand ils revenaient, ils expliquaient, et on leur disait, bon, t'es un peu fatigué, le combat était dur, enfin bon, bref, on les prenait pour des fous, quoi. Et on les a pris pour des fous pendant très longtemps. On les a pris. Alors on appelle ces phénomènes, maintenant on leur a donné un nom, des spikes, farfadets, des sylphes rouges en français, vous voyez, c'est joli. Donc ils ont été revendiqués, mais personne ne les avait vus. Jusqu'au jour où des scientifiques d'une université aux États-Unis ont pu, sur des caméras, vous savez, de surveillance pour le ciel, en capturer un. Alors le voilà. C'est assez extraordinaire. Alors vous voyez que ça prend à peu près, l'orage, il est en dessous des 20 km, puisqu'on est à 10 km. Mais le nuage va commencer à peu près à 50 km, et donc il est en pleine ionosphère. Il va donc ioniser complètement tout le système. C'est très très beau en plus. J'ai réussi à trouver, puisque je suis parti d'une liste où j'ai pu en trouver. Alors maintenant on a une explication, vous voyez, voilà les formes qu'on trouve au-dessus des orages. C'est quand même assez magnifique, ces sprites ou ces blue jays qui sont... Alors que l'orage est là, vous voyez. Alors l'explication, c'est que le moins que serait la Terre serait inversé. Donc ça générerait des phénomènes, je ne suis pas assez calé pour vous dire exactement si c'est vrai ou si c'est faux. Regardez, ça a été filmé par un Américain qui est un spécialiste. Je vais vous le remettre. Vous voyez l'orage en bas. Alors c'est des phénomènes que certains commencent à trouver, mais malheureusement, moi j'en cherche. J'essaie de crapahuter s'il y a un orage sur Grenoble pour le voir, parce qu'il faut être bien sûr au-dessus de l'orage. Et c'est pas gagné. Ça va être long. Alors vous imaginez que tous ces éclairs, ça va être quelque chose d'intéressant. La ionosphère, telle que vous la voyez là, donc cette boucle qui est là, va empêcher les ondes de passer, puisque vous avez vu qu'il y avait différentes couches, la D, la E et la F. Donc quand il va se passer des choses sur la Terre,
ça va aller et rebondir. La NASA a fait un petit film, une petite animation qui est très intéressante. Que voici. Le guide d'onde, dans ce cas-là, c'est un tor, hein, et le phénomène va se propager dans l'espace entre le sol et les... Vous voyez, ça va faire des jets comme ça, assez considérables. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. Le premier qui a eu une idée, c'est dans les années 1950. C'est un Allemand, c'est Wilfried Otto Schumann, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, en 1974, qui était un physicien allemand et qui avait fait un calcul. Lui pensait que ce genre de foudre en permanence allait forcément avoir des retombées dans les pics spectraux à très basse fréquence. Alors ce physicien a fait le calcul, mais ça n'a été découvert que 10 ans après son calcul, puisqu'on n'avait pas le matériel, on ne savait pas rechercher ce genre de choses. Alors lui, il a fait un calcul très simple. Il a dit voilà, si la vitesse de la lumière c'est 300 000 km/s et qu'on divise par la circonférence de la Terre, 40 000 km, on va tomber sur, normalement, on doit entendre quelque chose sur 7,5 Hz. Alors 7,5 Hz, c'est pas facile à entendre. D'autant plus que ces ondes à ce niveau-là vont avoir ce qu'on appelle des harmoniques, 14,3, 28, 27, 33. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a été découverte 10 ans après son calcul, et elle est de 7,8 Hz. Donc vous voyez, c'est pas quand même trompé beaucoup. C'est pas trompé du tout. Ça fait pas beaucoup. Comme tu dis, ça fait beaucoup. Et les résonances de Schumann, c'est un délire total. Je vous invite à rechercher ça sur Google. J'ai cherché, j'ai trouvé la dernière fois 985 000 résultats. Alors là-dedans, vous trouvez tout. Vous trouvez par exemple le point zéro. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous trouverez la fin du monde du 21 décembre 2012. Vous trouverez la fin de l'homme. Bref, vous trouverez tout un tas de choses. Les gens se sont imaginés, à partir de ça, mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Apparemment, c'est vrai, mais je ne sais rien. Ces résonances, si on ne les a pas, si on est protégé de ces résonances, on va avoir des tonnes de problèmes, des trucs invraisemblables. C'est assez amusant. Vous trouverez là, vous voyez, ce genre de dessin. Alors, vous en avez qui ont calculé, par exemple, qu'on n'était plus à 7,83 et donc que la NASA nous mentait, vous savez bien comment c'est, l'homme sur la Lune et tout. Donc maintenant on est à 12, donc si on est à 12, l'homme n'a plus, normalement il a fini sa vie, c'est fini, ça sera une autre espèce plus adaptée. Je vous rassure tout de suite, d'après la NASA, on est toujours à 7,83. Enfin bon, c'est le délire de toutes ces manifestations. Je n'en dirai pas plus là-dessus parce que c'est un peu délirant quand même. Mais ces ondes de Schumann, vous pouvez les capter relativement facilement. Si ça vous intéresse, je vous ferai voir un montage. Il faut 2 transistors, 3 résistances et 2 condensateurs, je crois. Et puis vous utilisez la carte son de votre PC. Le problème, ça va juste être l'antenne. Parce qu'il va falloir une antenne assez énorme. J'avais bien eu l'idée cette année de faire un sac qu'on appelle un sac bulle d'orage, c'est-à-dire de coller des sacs poubelles les uns avec les autres jusqu'à temps d'avoir un sac de 3000 litres à peu près, et puis ça monte tout seul par la chaleur, quand le soleil colle dessus, ça fait l'humidité, ça monte, c'est exactement le principe du nuage que vous avez vu tout à l'heure. Et donc tirer une énorme antenne, parce que là évidemment il faut une énorme antenne pour pouvoir capter ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur le 7,83 Hz, vous n'êtes pas très loin du 50 Hz. Donc j'ai amené du matériel pour faire des essais à Londres, parce que le 50 Hz en France et le 60 Hz dans les pays anglo-saxons, c'est absolument épouvantable. Ça vous fait un bourdonnement, et vous n'entendez rien du tout, parce que tout est couvert. Alors, j'ai demandé à la station où est-ce que je pouvais aller. Alors le gars tout fier me dit « Oh mais les fils sont enterrés ». Bah oui, mais alors là c'est encore pire. Parce qu'au lieu de passer à travers le tuyau, il résonne partout dans la terre. Donc là, on fera des essais sur l'autre montagne de l'autre côté, je pense que ça sera intéressant.
pour essayer de capter quelque chose des radios naturelles. Donc ça c'est intéressant, vous pouvez le faire relativement facilement. Si vous y arrivez, vous m'envoyez un mail, je suis preneur, parce que entre le facile et le réel, il y a les problèmes de ce 50 Hz, c'est une panique. Comme vous avez vu que ça se réfléchit dans la ionosphère, vous avez vu qu'il y avait des résonances, mais il y a des résonances qui vont moins vite, moins loin, moins fort. Par exemple, les sphériques. Alors les sphériques, ce sont des impulsions qui sont toujours issues de la foudre. Et quand vous les entendez, alors ça j'ai fait des essais sur le chemin, là ça marche, on entend les impacts, il y a à peu près entre 1000 et 2000 km. C'est tout récent. Si on a un spectroscope, on va avoir des bandes, je vais vous les expliquer un peu, parce qu'en fait ça rayonne partout. Donc vous voyez, et puis on va avoir ces deux bandes. Ils profitent du guidon, donc qui est entre la Terre et la ionosphère. Alors je vais vous les faire écouter, c'est pas fort, donc je ne sais pas si... C'est ceux de la NASA. Vous les avez entendus? Ce sont des craquements que vous avez peut-être entendus. Si par hasard vous êtes dans votre voiture en AM, en AM, je dis bien en AM, et sur soit les grandes ondes, par exemple entre France Inter, dans des zones où il n'y a rien, c'est un détecteur d'orage, et vous aurez les orages, mais vous n'aurez pas les orages à 10 km, vous aurez les orages, voilà, dans ce cas-là, 1000, entre 500 et 1000 km, ça dépend. Alors, les sphériques sont assez faciles à entendre. Il faut quand même un poste capable de le faire. Si le sphérique se déplace sur une longue distance, par exemple, l'angle, vous voyez, vous avez vu, vous avez la foudre, va cogner, clac, vous allez partir dans l'ionosphère, vous allez le capter là, vous allez avoir 2000 km. Mais s'il fait le tour 3-4 fois, il aura fait bien sûr plus, mais il n'aura pas fait 40 000 km, puisque sinon il aura fait le tour de circonférence de la Terre. Alors les bruits, ça marche? Oui, mais mets-le plus fort. Ils vont avoir un chemin plus long, et comme ils vont avoir un chemin plus long, il faut savoir que ces ondes, plus elles vont monter en fréquence, et elles vont avoir un décalage par rapport aux ondes qui sont plus basses. Donc elles vont arriver, alors ça ne joue pas beaucoup, hein, ça joue sur des centièmes de seconde, mais ça va donner un son un peu différent. Vous voulez qu'on les remette? Et en même temps, vous avez entendu deux éclairs qui se produisaient sur le côté. Certains animaux sont capables de percevoir ce genre d'onde? Probablement. Alors ils vont traverser, vous voyez, ce sont des sphériques qui vont par contre parcourir une distance beaucoup plus longue. Bon, ben là ça je vous l'ai déjà dit. Donc, et là si on regarde le spectre, eh bien on voit que, vous voyez, il est décalé. On voit que la bande, si vous voulez, bleue est beaucoup plus large. Alors ça, bon, les radioamateurs adorent ce genre de truc. Je veux dire que c'est marrant, quoi. Si vous comparez avec celui qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez que c'est pas du tout le même signal. Alors les Whistler. C'est un truc invraisemblable. Vous voyez, ce bouquin-là, par exemple, est uniquement, je ne sais pas si vous le voyez, est uniquement consacré aux Whistler. Alors si vous parlez, si vous détectez l'anglais, si vous aimez les graphiques et surtout les mathématiques, bah vous avez tout ce que vous voulez là-dedans. Ce sont des domaines assez invraisemblables où il y a énormément de recherches. Alors je vais vous en faire écouter un et on va expliquer comment ça marche.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour avoir ça? Eh bien, le signal, le spectacle, vous avez de vous-même bien vu qu'il allait beaucoup plus loin, puisqu'il revient, c'est décalé, c'est tout. Eh bien, en fait, il y en a qui vont passer à travers l'ionosphère. Passant à travers l'ionosphère, ils vont récupérer les bandes de la magnétosphère. Donc, vous voyez, et puis là, ils vont faire un tour et ils vont revenir décaler. Il y en a qui font plusieurs tours. Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé celui de la NASA qui le fait, mais c'est très beau. Et vous avez ce type de truc qui fait comme ça, plusieurs fois, parce qu'il a fait un voyage considérable. Donc, vous voyez, c'est assez étonnant de voir que quand il y a un coup de foudre, eh ben, ça génère tant de choses. Et vous voyez, ils sont entre quelques hertz et tout. Celui-là, ce signal est récupéré, donc vous voyez, avec des logiciels comme Spectrogram, on les voit très très bien arriver. Donc on voit bien, on imagine le voyage considérable qui a été fait. Alors maintenant, on va parler des aurores polaires. Non pas pour vous faire voir des aurores, je ne suis pas du tout qualifié pour ça, et puis moi je ne connais pas. Mais si vous avez des particules qui sont chargées dans l'atmosphère, elles risquent de rentrer en collision avec un atome, et donc on va avoir le phénomène d'ionisation, c'est-à-dire que l'électron va partir. Bon, on ne va pas s'étendre sur ce truc-là. Il faut savoir que ce phénomène d'excitation se produit dans la thermosphère, à peu près 75 km, donc un peu plus haut que la ionosphère, et 500 km, donc en dessous de la fin de la ionosphère. En basse altitude, l'azote va avoir une couleur bleu-vert, l'oxygène une couleur verte, et en haute altitude, c'est-à-dire quand on va arriver vers les 800 km, elle va prendre une teinte rouge vif. Donc vous voyez, ça c'est un phénomène qui se passe très haut quand même. En voilà une. Vous voyez sa teinte verte, elle est quand même relativement intéressante. Alors ce que les gens pensaient pendant des années, c'est qu'ils avaient en face d'eux un voile. Un voile magnifique qui s'arrêtait, bon, leur sang, bon voilà. Et en fait, on a trouvé l'explication. Alors il faut dire que la navette a eu un spécialiste japonais, avec la NHK d'ailleurs, et qui était chargé de faire deux trucs. Retrouver ces fameux sprites là, donc comme il y a 2000 orages, forcément l'ISS voit des orages, donc ils ont pu faire des photographies de ces machins, de ces lutins rouges, et puis aussi de photographier une aurore, mais vue d'en haut, en passant sous la Terre, si vous voulez, en dessous des pôles. Et ça a donné des images assez intéressantes. Bon là, Tu en as des images comme ça? oui, j'en ai une. Alors, électrons, protons, ions positifs, on ne va pas revenir dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est tout à l'heure, je vous ai fait voir les cornets polaires. Donc, vous voyez, le champ magnétique, s'il n'était pas poussé par le vent solaire, ça se produit dans ces deux zones-là, où effectivement, le champ magnétique est moins fort, mais par contre, il part dans les deux côtés. Donc là, vous les retrouvez. Ici, je les ai fait voir tout à l'heure. Vous voyez ? Voilà comment l'aurore se passe. C'est-à-dire, c'est un cercle. Alors, il faut savoir que très souvent, il y en a deux, une en haut, une en bas. Je vous remets. Voilà comment ça se passe. Alors merci à l'ISS d'avoir fait des images assez étonnantes. Et une aurore, mais figurez-vous que comme il va y avoir des interactions, eh bien il y aura aussi du son.
pas s'étendre là-dessus. Dommage qu'on n'entende pas quand on regarde les gens. Eh ben, il faudrait avoir un poste radio comme ça, et puis on l'entendra. Alors, c'est de la pub gratuite, c'est pas de la pub, c'est parce que il y a 3 types d'appareils actuellement sur le marché, mais il y a plusieurs, on peut les faire soi-même. J'en ai amené un, j'ai amené celui de la NASA, vous pourrez regarder comment c'est fait. Alors le problème de la NASA, c'est que c'est un kit. C'est-à-dire que vous avez tous les composants. Faut quand même, je faisais voir ça à Bernard Bell, je ne pense pas qu'il soit là, Bernard. Ben, il faut pour un travail facile, il faut déjà avoir l'habitude de souder quand même, parce que c'est quand même pas évident. Ces 2 autres là, par contre, sont montés. Alors celui-là, j'en ai un, mais malheureusement j'ai cramé le transistor, et le transistor, il faut que j'aille l'acheter aux États-Unis. Donc il vaut $3. Et puis celui-là, c'est un Italien qui le fait. Alors ça, c'est comme système, mais en fait, c'est un site internet qui s'appelle vlf.it. Alors si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous invite à y aller, parce que là, vous y trouverez tout ce que vous voulez. Les montages, tout le travail qui a été fait, notamment le travail de Jean-Louis Roux, qui s'est amusé. Alors si j'avais pu, on aurait fait, mais je n'aurais pas le matériel. Quand il y a des météores, peut-être vous les avez entendus déjà chez moi l'année dernière, quand vous avez un météore, le météore va arriver dans l'ionosphère. Quand il va arriver dans l'ionosphère, on a en France un radar qu'on appelle le radar grave, qui envoie des ondes de telle manière à détecter les satellites espions à orbite basse. Vous voyez, c'est tout du militaire. Les sous-marins, les trucs, les avions, Et quand on le capte, quand il va arriver dans la ionosphère, il va donc ioniser la partie, on appelle ça le chemin, et il va tracer. On va donc avoir sur le PC, avec un logiciel comme Spectrum Lab par exemple, on va avoir les traces que va laisser le météore. Plus il est gros, bien sûr, plus la traînée sera longue, parce que plus il aura ionisé le chemin. Parce que quand même, ça arrive assez vite. Alors, comme ça fera la place à Hélène, qui je crois nous en parlera. Diamètre moyen 17 mètres, masse 10 000 tonnes, vitesse 72 000 km/h, qui rentre dans la ionosphère. Moi, je ne parle pas du reste. Alors, imaginez les bruits que vous entendez sur mes postes quand vous venez. Ce sont des particules de 1 à 2 dixièmes de millimètre. Donc, quand vous voyez le chemin, je n'ai pas réussi à avoir celui de Chebillan. Je ne sais pas si ça a été fait. Bon, là, on connaît les infrasons, puisqu'il y a tellement eu d'infrasons qu'ils ont été ressentis dans les pôles. Donc, vous imaginez un peu ce que ça fait. Ce sont des appareils de détection des essais nucléaires, vous voyez, pour toujours l'armée, toujours le système. Alors, c'est assez impressionnant. Alors, si ça marche, je vous ferai pas tout à l'heure, vous avez 3 choses extrêmement importantes. Le site de Lionel Houdet, qui est un astronome qui habite du côté de Toulouse, il habite à Muret. Lionel était écœuré par la pollution lumineuse et donc il s'est mis à fabriquer des postes radio. C'est un gars qui touche, hein, en électronique, en tout, je pense. Hein, c'est un très bon. Vous avez le site, donc le Space Twitter, qui est extrêmement important. C'est là où vous trouverez où sont les aurores. Vous trouverez la vitesse du vent solaire, on ira peut-être dans la tour, et puis vous avez un radioamateur N3KL qui, lui, s'est amusé à regrouper sur son site tout ce qui est sur le soleil. Magnétisme et tout, donc vous avez tout sur son site. Si ça marche, je vous ferai voir tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas avec les diaporamas. Voilà. Et ben voilà, je pense que j'ai fini. J'ai fini. Concernant la Chelyabinsk, je vous en montrerai un petit morceau demain si vous venez là-bas à l'accueil. Oui. Et j'ai des lave-mains qui sont pas mal de Chelyabinsk. Alors ça, je peux voir après, je pousse sur le marché, c'est pas gagné. Alors, on peut peut-être allumer, je peux avoir trois trucs. La Chelyabinsk, c'est une météorite martienne, la dernière qui est tombée sur Terre. Voilà l'antenne donc du poste qui permet de capter la communication. Donc comme vous voyez, il y a de l'aluminium. Alors par contre, vous voyez, il ne faut pas de matériaux magnétiques. La première version, j'avais acheté des vis
des pseudo-vis en laiton, donc des vis laitonnées. Les vis laitonnées, c'est des vis en acier, mais laitonnées. Et bah, évidemment, ça capte tout. Alors, là-dedans, il n'y a rien, hein, c'est tout creux. Hein. C'est juste une barre de bois comme ça, et le câble passe là, autour. Enfin, le câble. Les 120 mètres de fil de cuivre, on doit en voir un bout, un morceau, je ne sais pas où, vous voyez. C'est amusant à faire, d'ailleurs. C'est quel diamètre le fil de cuivre? Oh, ça, c'est du 0,8. C'est classique. C'est du 0,8. Alors les Américains, tu sais, ils calculent en AWG. Je suis incapable de faire le calcul. Donc il faut prendre Internet, il faut regarder. Tu vas sur le site de Lionel Loudet, il le fait, c'est très facile à faire ça en texte. Par contre, le poste, c'est plus compliqué. Si j'avais un tournevis, je devrais savoir comment c'est. Alors, il n'a plus de composants, hélas, le pauvre. Personne n'a un tournevis avec lui. J'ai un petit tournevis, moi. Bah, si tu peux dévisser. Quel est le diamètre? Bon, voilà, n'importe quoi, parce que ça ne doit pas être serré. C'est du Philips numéro 2. Vous voyez? Alors, celui-là est un peu plus compliqué à faire parce que maintenant il a plus de circuit imprimé, mais envoyé, mais qu'il n'y en a plus. Donc, essayez pas. Par contre, les composants, il faut les acheter aux USA, parce que la France étant un pays nettement en avance sur tous les autres, on considère ça comme des dinosaures, je pense. Ah oui, il n'y a rien. Alors, le problème, c'est 60 € de composants, 30 € de taxes. Bonjour la France. C'est sympa. Alors c'est sympa d'autant plus que ça sert quand même, hein, puisque Lionel Loudet, c'est la station A118 aux États-Unis, AAVSO, c'est-à-dire que les Américains recueillent les travaux que font les gens autour de la Terre, et que apparemment il y a 2 ou 3 stations. Alors peut-être qu'on peut le faire, tu peux peut-être le dévisser. Pendant ce temps-là, je vais parler d'autre chose pour ne pas vous retenir trop longtemps. Le deuxième, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est un kit de la NASA. Alors ça, celui-là est un peu modifié, hein. Je n'ai pas gardé le schéma original. J'ai mis une antenne, vous voyez, c'est une antenne très compliquée, puis c'est un bout de fil. J'en ai 2 des antennes d'ailleurs, j'en ai une de 1,50 m que je mets sur les feuilles d'un arbre. Les feuilles d'un arbre d'un côté, je plante ça, c'est la terre, dans l'autre côté, et on peut les écouter ou les enregistrer avec un magnétophone. C'est comme ça que ça a été fait pour cela. Hein. Alors j'ai pris la NASA, comme ça vous les retrouvez sur le site de la NASA si ça vous intéresse. Vous voyez, c'est très simple. Alors vous m'avez vu me balader avec ça hier, donc je plante ça dans la terre, mets ça à la terre, et puis on peut capter. Alors ici, les sphériques, aucun problème. Après le reste, pour l'instant, ça n'a pas marché. Mais bon, il y a des heures particulières, c'est assez complexe. Hein. Aux États-Unis, ils sont très forts là-dessus, dans les pays du Nord, parce qu'ils ont du 60 Hz et ils ont des gros 4x4 et ils vont très loin. Vous savez, ils vont dans les déserts et puis ils font du joujou comme ça. Or, les ricains, c'est les rois là-dedans. Hein. D'ailleurs, l'Inspire. Alors voilà comment c'est fait. Alors, bon, faut pas... évidemment, c'est assez complexe. Hein. Il y a une partie informatique que je n'ai pas encore résolue. Ça marche sous XP, ça ne marche pas sous 98. Passez-le vous, regardez, hein, c'est pas... Voilà. Et on arrivera donc à faire des choses assez intéressantes avec ça. On pourrait nous faire le repérage de la station comme vous avez fait l'année dernière. La station, elle est du matin. Et le problème, c'est que la station étant du matin, ils ne vont pas communiquer avec l'Allemagne. Ils vont le faire, ils le font qu'à des heures particulières, vers 11h30. Je crois que c'est le matin. Ceux qui étaient là les autres années, là, vous avez peut-être entendu, on a entendu les gars parler là-haut. De l'ISS. C'est assez impressionnant. Hein. Tu dois avoir l'enregistrement de son numéro. Ah, tu dois faire. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas enregistré. vous avez ce journal que vous connaissez tous, l'astronomie, et dans celui du mois de mai, vous avez une dame du LESIA qui parle justement de ces phénomènes. Et moi j'ai beaucoup aimé l'article parce que quand on parle d'ionisation, c'est tellement complexe d'expliquer aux gens que l'atome va se garder son noyau, par exemple 5 particules, il a 5 électrons, qui va se faire piquer un électron par un autre atome qui est déséquilibré. C'est tellement compliqué que c'est pas la peine de... Et pour cet article, il est vraiment très bien fait, il est très simple et ça mérite d'être dit. Alors je crois qu'il y en a pour ceux qui l'ont pas. Donc vous voyez, quand on dit c'est relativement simple,
En plus, ce sont des composants, ce qu'on appelle des GFET. Hein. Les FIT, électricité statique, il est mort. Hein. Alors, vous voyez, vous faites ça, vous prenez le transistor, c'est bon, hein, vous en achetez un autre. Donc, c'est assez intéressant. On se met à la terre. Voilà, il faut se mettre à la terre avec un bracelet. Voilà. Si vous avez des questions, si je peux y répondre. Voilà. Alors, vous voyez, c'est étonnant parce qu'il y a le 50 Hz qui passe pile poil à côté. Et ça ne génère pas de problème. Celui-là, un filtre passe bas en électronique. En électronique, un filtre, c'est simple, c'est une résistance, un condensateur, qui est coupé sur 3,8. Oui, c'est vrai. Voilà, si vous avez rien, s'il y en a qui veulent que je fasse voir Internet, sinon je peux le faire. S'il y en a qui sont intéressés. Le corail de la Réunion. Ouais. Et si vous avez l'occasion de voir des aurores polaires, allez-y, parce que c'est un spectacle magique. On y est allé, la nuit, oui, et pendant 8 jours, toute la nuit, on regardait. Et c'est au moment du décollage, au nord de la Finlande, qu'on en a vu par le Philippe. Oui, on en a vu aussi avant, mais beaucoup moins belle. On en a vu en Islande. Avec Philippe, on en a vu en Islande. Non, tu peux y aller pendant 8 jours, j'en vois pas. Et nous, en Islande, on a vu. pendant 4 jours, on n'a rien vu. Et après, toute la nuit, et Ferenbach, qui pourtant est spécialiste mondial des aurores polaires, il nous a dit, moi, il m'a fait vachement plaisir, il a dit, je n'en ai jamais vu d'aussi variée et d'aussi belle. En Islande. Ah, en Islande. Je ne sais pas si ça va. C'était Comment je sais que ça inimaginable. marche pas? Une draperie comme ça, un rideau. Et d'un seul coup, on croyait rêver. D'un seul coup, le rideau, et il repartait, et il allait à gauche, et il allait à droite. Voilà. C'est formidable. On n'a pas eu le temps de les photographier. C'est pas fabuleux mon truc, mais ça marche quand même. Voilà le nombre de stations, si vous allez sur le site de Lionel Houlet, vous voyez le nombre de stations qui émettent. Alors la plupart sont des militaires pour communiquer avec les sous-marins. Hein. Vous avez Fukushima, là, vous voyez. Vous devez avoir DHO-38, c'est celui que j'utilise. Alors DCF-77, ça vous le connaissez tous, forcément. Voilà, le cycle du fameux coquin hollandais. Donc vous voyez, chez lui vous avez tout. C'est un fou furieux, c'est un radioamateur et vous avez compris que les ondes intéressent les radioamateurs puisque quand la couche D est en pleine expansion, va avoir par exemple sur des postes qui vont avoir 100 km de portée, on peut faire des trucs de 1000 km. Donc c'est considérable avec une puissance très faible. Vous avez celui-là que vous connaissez tous. Celui-là, c'est à mon avis quelque chose d'assez exceptionnel. Vous voyez, vous vous rappelez la densité des protons, bien vous l'avez là. Vous avez le vent solaire est à 443 km/s et un proton au centimètre cube. Donc vous imaginez que c'est quand même pas peuplé. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Ah ouais, c'est presque vide. Voilà, là vous avez toujours les taches solaires sur le site. Hein. Et vous avez, ce qui peut vous intéresser, cette partie-là. Vous le mettez sur Europe. Vous voyez où sont les zones aurorales. Donc vous pouvez avoir, pour la Rochelaise, par exemple, une année, j'ai eu dans l'île d'Oléron, j'en ai vu une, et les gens m'ont pris pour un fou. Alors il faut le savoir parce que bon, c'est étonnant, bon évidemment c'est pas comme chez vous, mais le soleil est couché, quand vous voyez des voiles plutôt verdâtres, ça dépend des couleurs, je ne m'en rappelle plus, et c'était bien une aurore. C'est marqué, il devait être rouge. Oui, il y en a eu. Tu as dit que le record, c'était le Caire. Oui, c'est possible. Alors par contre, il faut quand même une éjection solaire de haut niveau. Hein. Alors il y en a eu deux ces derniers temps, là, ces derniers 5 ans, détectés par les Russes, mais de l'autre côté de la Terre. C'est-à-dire que le Soleil, c'est parti de l'autre côté. Bon, finalement, c'est pas plus mal, hein, parce que ça pose quand même un certain nombre de questions. Et là, vous avez encore, vous voyez, ces fameux trous
qui vont vous donner ces éjections de... Alors vous pouvez vous abonner, mais je ne me rappelle plus où c'est, moi je suis abonné à ça, hein, et c'est intéressant de voir. Alors ça, alors il y a des nuages qui sont très très hauts, beaucoup plus hauts que nos 10 km, qui se situent dans la ionosphère. Ce sont des nuages avec des gaz comme de l'acide, il y a de l'acide sulfurique, enfin il y a des trucs, vaut mieux que ce soit très haut. Mais c'est au-dessus de la Terre de Feu, là. Oui, non, mais là, bon, nous, ça ne nous intéresse pas, on les verra pas ici. Il y a 1 an ou 2 ans ici, parce que je me suis posé la question. Que je lance ça pour noctulescence ou c'est pas Oui, nuage noctulescent, ouais. Et voilà, je suis persuadé que c'est ça, vous voyez, c'est ça. Ce jeu ici d'échec à l'époque. Voilà, c'est celui-là. On en a, Oh, c'est bon. C'est quand même assez rare parce que c'est aussi situé comme les aurores hein, sur les zones particulières. Mais il y en a. Certains doivent être visibles sur Oui, le sans problème. Question de saison. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, je vais vous faire voir maintenant le site de Lionel Loudet et vous y verrez des choses assez étonnantes. Hein. Je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas. Alors, Lionel, je ne sais pas où il est là. Sur Lionel, tout ce que je vous ai dit, vous allez le trouver. Hein. Je me suis largement servi de son site. Alors lui, il a des postes comme ça, il en a donc 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il en a une dizaine qui tournent ensemble, donc avec ses antennes, et il peut capter comme ça un certain nombre de choses. Là, je vous en ai mis 2. Alors, je vous explique les graphiques. Suivant, par exemple, DHO38, c'est sur 23 kHz 400. C'est hyper précis. À 500, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, déjà, avoir 23 kHz, c'est un sac à bazar. Ça, c'est la courbe normale, à peu près. Là, vous avez un petit évent qui vient là. Ça, c'est le satellite GOS15. Et ça, c'est TOD sur 22 qui vient. Vous voyez, vous avez 2200 qui vous donne ça comme courbe. Et vous avez 22 400 qui vous donne ça comme courbe. Vous voyez, c'est assez... Hein, alors ça sert, toutes les stations du monde vont donner leurs données à la ABSO qui est l'American, je sais pas quoi, des étoiles variables. Je me rappelle plus ce que c'est. American Association. American Association, oui. Star Observer. Star Observer, voilà. Tout à fait. Voilà, après que c'est le président. Si vous allez là, vous trouverez tout. Hein. Il a sa station qui est décrite, voilà comment ça marche. Donc lui, il a ses antennes, il récupère, il a ses PC, il met ça sur le Internet. Donc si vous allez chez lui, vous allez pouvoir les voir, les voilà, vous les avez fait voir. Qu'est-ce que il vous explique aussi la ionosphère. C'est un spécialiste, hein, donc c'est un peu compliqué. Mais vous trouverez ce que je vous ai dit. Voilà, vous pouvez y aller. C'est Lionel Loudet. Je ne sais pas s'il a la SAF. Ça ne m'étonnerait même pas. Non, ça ne dit rien. C'est dommage, parce que c'est un gars qui... Bah, tu fais venir. Non, c'est un domaine. Bah, c'est tout. On va le contacter. Voilà. À moins que vous vouliez voir la météo de demain, peut-être. Ah bah pourquoi pas. Ah, bah, c'est